Voilà. Je me suis permis de changer un petit peu le titre. Je le trouvais utopique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la formation à la recherche de personnes trans et non-binaires comme levier potentiel d'inclusion. Puis, je vais ancrer la plupart de mes réflexions entourant le modèle de Nixon. Donc, les objectifs que j'ai aujourd'hui, je veux discuter avec vous d'enjeux entourant l'inclusion des personnes trans non-binaires. Oui, dans la société en général, mais vous allez voir, je vais centrer beaucoup mes réflexions entourant les milieux académiques. Et aussi, je veux partager mes réflexions par rapport à la formation à la recherche, comment ça peut quand même être complexe, parfois ardu, mais souvent super stimulant de développer des modalités de formation à la recherche de ces personnes-là. Je vais m'inspirer de ce qu'on expérimente avec beaucoup d'humilité au labo inclusif de recherche et développement que je vais vous présenter brièvement à l'instant. Et je vais utiliser le modèle du privilège et de l'allié proposé par Nixon. Donc, le labo inclusif, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui était omniprésente depuis mes débuts comme prof en 2017, mais qui a vraiment pris racine officiellement en 2021 grâce à une humble subvention qui est déjà pas mal écoulé, mais avec beaucoup d'efforts, là, le labo est maintenu en vie et puis on est sur une lancée. Là, on vient de recevoir un autre petit fonds. Donc, d'un petit fonds à l'autre, on traîne notre boss. Donc, le but du labo, c'est vraiment rapidement, quand je me suis mis en tant que prof cisgenre à faire de la recherche sur les enjeux vécus par les personnes trans et non-binaires. Oui, ça venait d'une demande de milieu. Oui, ça se voulait être le plus possible dans le cadre d'une collaboration puis d'une recherche qui était le plus participative possible. Mais j'ai vite réalisé que j'avais besoin d'impliquer le plus concrètement possible des personnes avec expertise expérientielle et professionnelle. Donc, c'est là que je me suis avoir le plus possible un biais volontaire à l'embauche. Donc, on est parti avec un projet, une enquête qui était très centrée sur les personnes trans non-binaires, avec un second projet où on a élargi à la diversité sexuelle et de genre en termes de ressources communautaires, comment développer des ressources communautaires, c'est quoi les besoins. Et récemment aussi, il y a un nouveau tiroir qui s'est ouvert par rapport à la neurodiversité au labo, où j'ai une belle équipe là, de personnes elles-mêmes neurodivergentes qui m'aident à avancer, par exemple, dans une revue de la littérature sur la douance et les différentes formes de dépendance, ou plutôt comment la consommation peut être influencée par la neurodiversité et vice-versa, finalement. Donc, vous voyez, on touche à différentes sphères de la diversité et le but, c'est d'impliquer le plus possible des personnes concernées. Par exemple, j'ai des personnes trans au labo, j'ai des personnes autistes, j'ai des personnes à très haut potentiel intellectuel. Donc, ça fait en sorte qu'on doit constamment construire et déconstruire nos modalités de communication et relationnelles, je dirais aussi. D'abord, je vais vous parler des principaux enjeux qu'on discute, que j'ai observés au labo, que j'ai recensés dans la littérature. Premièrement, j'ai le goût d'introduire avec le fait que l'université, quand on parle d'université puis de justice sociale, je vous apprends rien là, en vous disant que c'est un espace aux pouvoirs paradoxaux. L'université, c'est un lieu qui est représentatif, voire contributeur aux inégalités sociales par rapport à l'intersectionnalité d'actes discriminatoires potentiels par rapport à la couleur de la peau, le sexe, le genre, la neurodivergence, l'expérience du handicap, etc. Mais en même temps, dans la perspective du labo, on essaie aussi de voir l'université comme un terreau fertile pour la mobilisation académique, professionnelle, citoyenne de groupes qui sont sous-représentés dans la société et de leurs alliés. C'est un peu la prémisse des choses. Donc, c'est d'être conscient que l'université a des pouvoirs vraiment paradoxaux
À titre d'exemple, il y a une montée là, du phénomène équité, diversité, inclusion, mais il reste qu'on demeure encore avec des personnes qui sont considérablement sous-représentées en milieu académique. L'exemple qui nous concerne, c'est les personnes trans non-binaires. Il y a Alexandre Barry, dont la personne avant moi parlait aussi de ses travaux, qui est l'un des très rares professeurs trans au Canada. Donc, il a vraiment sensibilisé les gens sur un certain plafond de verre quand il y a des personnes trans non-binaires qui veulent cheminer en milieu académique et peut-être même devenir prof. Et l'enquête qu'on a menée en 2018 vient un peu corroborer dans ce sens-là parce que moins de la moitié des personnes répondantes exprimaient leur genre en contexte scolaire au moment de l'enquête. Puis on a vu que les personnes qui étaient les plus susceptibles d'abandonner leurs études en lien avec leur identité de genre ou encore à reporter des projets d'études, c'était des personnes qui étaient en cours de transition. Donc, en cours de démarche. On a eu deux hypothèses. Premièrement, ces personnes-là ont, à tort ou à raison, le souhait d'éviter des expériences discriminatoires potentielles parce que leur transitude devient plus que jamais apparente en transition. Et le second hypothèse, c'est que le fait de transitionner dans le contexte socio-juridique actuel est un acte de persévérance incroyable et devient même parfois un travail presque à temps plein, étant donné tous les enjeux d'accès dont la personne avant moi a parlé vraiment en profondeur. Et finalement, des analyses, je suis en train de tasser mon chat, je suis désolée, les analyses plus poussées ont démontré que quand on explorait différents facteurs de stress minoritaire, il y en avait 3 qui étaient plus particulièrement associés à la persévérance scolaire. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup, actuellement, je suis vraiment là-dedans, là, dans le stress minoritaire, le modèle qui a été adapté par Testa. Donc, on est allé explorer dans l'ensemble des facteurs de stress, puis des facteurs de résilience, puis on est allé voir qu'est-ce qui faisait le plus, qu'est-ce qui était le plus en lien avec le fait d'abandonner ses études ou de reporter des projets d'études. Et ce qui est ressorti, c'est le fait de rapporter beaucoup de discrimination, le fait d'être beaucoup particulièrement victimisé. Donc, plus les personnes rapportaient de la victimisation, que ce soit au niveau du harcèlement, de l'agression physique, verbale, sexuelle, et plus ces personnes-là avaient tendance à reporter leur projet, à stopper leur projet d'études. Et aussi, plus les gens avaient tendance à dissimuler leur genre authentique, plus ces personnes-là avaient tendance également à avoir des freins au niveau de leur persévérance scolaire. Si on poursuit avec les principaux enjeux, parce que j'en ai soulevé 6, c'est pas une liste qui est exhaustive. Le troisième, c'est le mouvement tout à fait louable et vraiment génial de démocratisation des savoirs qu'on observe, je dirais, dans la dernière décennie particulièrement. Puis il y a un accroissement qui vient avec ça des recherches dites participatives. Je dis dites participatives parce que on observe quand même beaucoup de projets de recherche qui s'annoncent participatifs, mais qui, dans les faits, sont plus des projets de recherche consultatifs, je dirais, des personnes concernées. Mais il reste que c'est un mouvement tout à fait louable, tout à fait intéressant, puis qui est nécessaire. Puis c'est surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Et le but des recherches participatives, c'est de faire participer des personnes qui n'ont pas nécessairement de formation en recherche à une ou plusieurs étapes de la recherche. Le but, c'est de ça, dans le fond, qu'on devrait être capable de conscientiser le plus possible, c'est que
ça vise à faciliter les co-apprentissages entre les membres d'une équipe de recherche, peu importe le statut. Donc, la recherche dite participative, c'est pas juste pour donner de l'espace à des personnes concernées pour qu'elles apprennent à faire de la recherche selon comment on perçoit ce qu'est une bonne recherche, mais c'est aussi un espace où les personnes chercheuses intéressées à la recherche participative ont un espace légitime et valorisé, ce qui est un défi à l'université, pour apprendre à faire cette recherche-là dite participative, à construire et à déconstruire des façons de faire de la recherche. Et là, ce fameux mouvement-là amène des effets iatrogènes ou plutôt des effets collatéraux de sursollicitation des groupes minoritaires comme les personnes trans non-binaires. C'est quand même un groupe qui, même si elles sont beaucoup plus nombreux que souvent on le pense, c'est quand même un groupe numériquement minoritaire et assurément minorisé au sein de la société, mais elles se retrouvent très peu pour répondre à la sollicitation montante d'un bassin de chercheurs qui s'intéressent à leurs enjeux, qui ont un désir d'être alliés, par exemple. Et ça crée un phénomène de research fatigue, la fatigue de recherche qui est proposée par une doctorante trans du Canada, Florence Ashley. Par exemple, on remarque que les personnes trans non-binaires, les organismes qui viennent en aide à ces populations-là sont sollicités de nombreuses fois dans une année et même dans un même mois par des chercheurs qui ont de très bonnes intentions, mais qui souhaitent, par exemple, diffuser leurs recherches dans leur réseau, qui souhaitent les consulter pour avoir une opinion sur leur méthodologie, sur leur façon de faire. Et il y a quelque chose de paradoxal à ça, c'est qu'on observe, c'est de moins en moins présent, mais il reste que c'est encore présent. Oui, c'est beaucoup présent, ça dépend. Donc, on observe une non-reconnaissance de la contribution de ces personnes-là, une non-reconnaissance plus formelle. Il y a encore des personnes qui se font consulter sans avoir de rémunération, sans avoir de compensation financière. Mais pire encore, à plus long terme, il y a une non-reconnaissance au niveau de la part intellectuelle, de la propriété intellectuelle de ces personnes-là qui vont contribuer à la pertinence puis au caractère sécuritaire de projets de recherche. Par exemple, c'est pas tous les écrits, les rapports, les articles qui vont mentionner la part de ces personnes-là, qui va les inclure encore moins comme co-auteurs quand la contribution peut aller dans ce sens-là. Et il y a comme un cercle vicieux où la reconnaissance des acquis en recherche est donc pas reconnue. C'est difficile pour une personne trans non-binaire de pouvoir mettre dans son CV des compétences de recherche quand finalement on la consulte juste pendant 30 minutes pour donner son opinion, puis ça se termine là. Donc, la non-reconnaissance, elle a comme un volet temporel où il y a une diversité de conséquences possibles à pas reconnaître la contribution des gens, mais aussi les acquis qu'elles peuvent développer en s'impliquant plus concrètement dans des projets à plusieurs moments clés en tant que personne réellement consultée et impliquée. Et finalement, je peux pas passer sous silence la pression que ça peut créer sur les chercheurs. On remarque souvent, d'une part, on remarque souvent que les chercheurs qui s'intéressent aux recherches participatives ont eux-mêmes des axes d'intersectionnalité potentiellement discriminatoires. C'est eux-mêmes des personnes qui ont lutté tout au long de leur vie par rapport à certains stigmas sociaux pour être inclus. Parfois, c'est des gens qui ont travaillé fort pour pouvoir avoir un doctorat puis être là. Donc, pour une certaine proportion de ces personnes-là ne veulent pas reproduire les obstacles qu'elles ont rencontrés sur d'autres personnes. Je vais vous parler aussi de la taxe sur l'équité. Je suis contente parce que le programme de recherche du Canada, des chaires de recherche du Canada en parle quand même assez concrètement. Souvent, c'est démontré dans la littérature que les personnes sous-représentées, que ce soit au niveau race, sexe, genre, etc., c'est des gens qui vont s'impliquer, qui vont mettre encore plus de temps pour l'encadrement d'étudiants, pour l'accompagnement, pour tout le volet sécurité, bienveillance,
envers d'autres étudiants avec un vécu potentiellement de marginalité. Et tout ce temps-là n'est pas reconnu dans les tâches, n'est pas valorisé, je vous le confirme, nécessairement par les instances formelles. Donc, c'est quelque chose qui est bien vu, mais qui concrètement n'est pas reconnu actuellement, n'est pas valorisé. Et la taxe sur l'équité, on va le voir plus en détail tantôt, ça peut prendre de très grandes proportions. Ça peut mettre des professeurs avec un désir d'alliance alliée presque en état d'épuisement et de combat perpétuel. Et j'ai un ancrage théorique que j'ai envie de partager avec vous par rapport à Nixon. C'est une chercheure qui a proposé The Quine, a Model of Privilege and Critical Allyship. Dans le fond, elle évoque que les inégalités en matière de santé, évidemment, sont répandues et persistantes et leurs causes sont profondes. Et elles sont avant tout sociales, politiques, économiques, contrairement à d'autres modèles explicatifs avec une perspective qui est beaucoup plus ontologique et centrée sur la personne vulnérable, par exemple. Donc, un obstacle, selon Nixon, un obstacle à un changement réellement transformateur est la tendance à considérer ces inégalités uniquement comme les conséquences injustes de structures sociales qui entraînent des désavantages, sans tenir compte de la façon dont ces mêmes structures donnent aussi des avantages non mérités ou des privilèges non mérités à d'autres groupes de personnes. Le fait d'occulter les privilèges dans les discussions sur l'équité en matière de santé, en matière de recherche, est une importante lacune dans la mesure où la façon dont on définit le problème va déterminer l'éventail des solutions possibles. En effet, si l'inéquité est présentée exclusivement comme un problème auquel sont confrontées les personnes défavorisées, les solutions ne pourront pas adresser aussi directement et concrètement les structures sociales à l'origine de ces avantages et désavantages. Donc, les réponses ne tiendront pas compte de la complicité non plus des groupes qui bénéficient d'avantages injustifiés et non mérités de la part de ces mêmes structures. En d'autres mots, là, si on se concentre juste à accompagner les personnes sous-représentées pour qu'ils s'adaptent mieux dans les systèmes inéquitables, on passe aux côtés du tableau d'ensemble. La figure qu'elle présente dans son article, dans le fond, chaque système d'inégalité est conceptualisé par une pièce de monnaie. Puis là, on va prendre l'exemple avec, par exemple, le cisgenrisme. Dans cette pièce de monnaie-là, souvent, ça représente des forces qui sont systémiques, souvent invisibles aux premiers égards, et ça va privilégier certains groupes au détriment d'autres groupes. Et une même structure sociale peut à la fois générer la structure sociale, par exemple, du cisgenrisme, qui a une coquille dedans, je suis désolée, peut générer des privilèges non mérités et des désavantages. Comme avec le cisgenrisme, par exemple, l'accès peut différer à des services, par exemple des services de santé, des services par rapport à des droits comme les droits familiaux, en fonction du fait d'être cisgenre ou non cisgenre. Alors que les personnes cisgenres vont accéder à ces services et à ces droits sans même s'en rendre compte, des personnes trans non-binaires vont devoir lutter d'une façon répétée, chronique, pour y parvenir. Et ce qui est visible, évidemment, avant tout, c'est les personnes trans non-binaires qui ont de la misère à accéder à ces droits et services-là. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes les personnes que le système privilégie. Donc, on tend à vouloir outiller, accompagner ces personnes avant tout dans un système inéquitable, ce qui maintient le statu quo. Donc, par exemple, j'ai une amie médecin, pas plus tard qu'en fin de semaine, où elle me demandait, avec beaucoup de bonne volonté, qu'est-ce qu'on devrait faire, moi, qu'est-ce que je devrais faire comme médecin pour améliorer mes services auprès des personnes trans non-binaires. Puis là, j'ai pas eu le temps vraiment de terminer ma réponse, qu'elle dit, dans le fond, je le sais, on devrait leur offrir des formations pour nous dire comment on doit s'adresser à elles. Là, donc, moi, j'étais comme, OK, oh boy, on part de loin. Donc, vous voyez, on a le réflexe de penser que la solution, c'est d'accompagner mieux, d'éduquer les personnes sous-représentées pour mieux faire face aux personnes qui sont privilégiées.
Et à l'inverse, si on acte juste sur la formation des médecins, comment accueillir de façon sécuritaire et bienveillante des personnes trans non-binaires, on correspond pas tout à fait, on répond encore pas tout à fait à la situation d'ensemble, parce que la situation d'ensemble, au-delà de former les médecins, c'est de revoir la structure dans laquelle ces médecins-là travaillent, les politiques, les systèmes punitifs au besoin, par exemple, quand il y a de la discrimination, etc. Donc, toute la structure autour de ça. On a fait l'exercice, on s'est amusé de façon vraiment informelle, moi et une personne du labo. Puis, on a pris un peu, on s'est dit, crime, on va se questionner sur le classisme et le système universitaire, comment on se situe, nous, par rapport à ça. Puis, on a eu de façon très naturelle la tendance à voir les membres du labo systématiquement dans la position inférieure de la pièce de monnaie et, par exemple, moi, comme prof, dans la position systématiquement privilégiée. Puis, en effet, quand on a fait l'exercice, bien, c'est quand même assez évident que la position de la professeure est clairement plus favorable et favorisée par l'espèce de culture influencé par le classisme, on ne peut pas le démentir là, par rapport à l'université. Par contre, on a quand même, tu sais, comme par exemple, le classisme, c'est une discrimination qui est fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent sous des critères économiques. Et mettons qu'on prend l'exemple du membre du labo qui est trans et neurodivergent, ben c'est une personne qui peut vivre différentes contraintes par rapport à sa persévérance scolaire, à son inclusion scolaire. J'ai d'autres personnes du labo qui n'ont même pas un premier cycle universitaire de compléter, ce qui complexifie énormément leur embauche au labo. Parce que le système universitaire favorise le soutien aux personnes qui sont étudiantes à l'université et non seulement qui sont déjà étudiantes, mais qui sont souvent au deuxième cycle et plus. Par exemple, si je veux avoir un coup de pouce pour former les membres du labo à la recherche, il existe un centre à mon université qui offre des formations hyper intéressantes de recherche, mais c'est uniquement accessible pour les étudiants de l'université, du deuxième cycle et du troisième cycle. Donc, systématiquement, les membres du labo, pour les quelques-uns qui sont au premier cycle, n'ont même pas accès à ces activités de formation-là. Donc, c'est un poids énorme sur ces personnes-là et sur les chercheurs. On trouvait que le sentiment de ne pas couvrir réellement les nuances de notre situation était omniprésent. On trouvait que ça prédéterminait les dynamiques. On a décidé de regarder le modèle d'une façon un peu plus, je dirais, verticale. Et on a réalisé que évidemment, de façon générale, par exemple, la personne professeure, elle est favorisée au niveau des privilèges par rapport au système classisme université, mais en même temps, on a réalisé que cette même personne-là luttait par rapport à certains types d'inéquité. Et on a réalisé aussi que les personnes membres du labo pouvaient aussi avoir certains privilèges par rapport au classisme, mais de façon générale, encore une fois, les membres du labo sont de façon assez systématiquement défavorisés par rapport au classisme et à l'université. La raison pourquoi que je vous parle de ça, c'est qu'on a observé qu'une position socialement fragilisée d'une personne alliée peut maintenir ou alimenter la précarité de la position des personnes concernées. Je vous donne un exemple. Le fait que cette personne prof-là n'est pas un homme prof, ça fait en sorte que dès qu'elle a un congé de maternité, ça fait systématiquement obstacle à la pérennité du labo en termes de subvention, de financement. Ça fait en sorte qu'il y a une discontinuité dans les activités du labo et dans le soutien aux personnes trans non-binaires, incluant le soutien financier. Ça fait en sorte que cette personne prof-là peut vivre une dépression postpartum en lien notamment avec les pressions que le milieu universitaire peut faire sur elle.
Et si en plus, cette prof-là, elle est, par exemple, avec des enjeux de neurodivergence et qu'elle doit s'atteler à des tâches administratives supplémentaires pour reconnaître des membres du laboratoire en lien avec les obstacles universitaires pour leur embauche, ça demande beaucoup de fonctions exécutives, ça peut être quelque chose de particulièrement difficile. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que quand on considère à la fois les privilèges et les avantages de chacune, on peut mieux comprendre la complexité de l'alliance entre les personnes alliées et les personnes concernées. Et on s'est même dit que ça serait mieux d'ajouter un volet temporel parce que ça peut évoluer avec le temps. Voilà. Donc, stratégie actuelle, on expérimente dans l'humilité, on teste un questionnaire d'accueil où on parle de nos préférences cognitives parce qu'il y a beaucoup de neurodiversité finalement parmi les personnes auxiliaires et l'équipe de chercheurs. Et finalement, on vient de réussir, là, ça fait quelques jours que je suis au courant, on a un projet de scoping review qui vient d'être subventionné, qui va avoir lieu après mon retour de maternité, qui va parler de c'est quoi les modalités de formation qu'on devrait privilégier auprès des personnes qui ont un vécu de marginalisation dans un contexte académique, puis comment on devrait reconnaître formellement leur acquis, entre autres. Donc voilà, je vois le temps qui file, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup.